Morning Business, le débat. Eh bien oui, Nicolas, se passer du gaz, du pétrole russe, visiblement, et du charbon, c'est possible. Le Conseil d'analyse économique a fait le calcul. Alors, ils ont fait un calcul, c'est très contre-intuitif, le résultat, en fait. La méthodologie est un peu compliquée. Je laisserai l'économiste Jean-Marc Daniel nous expliquer tout ça dans le détail. Si on décidait, donc nous, les Européens, qui sommes quand même sacrément dépendants des hydrocarbures russes et du charbon, si on décidait de se passer intégralement de l'ensemble de ces importations, eh ben, en fait, la facture ressort de manière très limitée. Le coût pour les économies européennes est très limité. Ils arrivent, alors c'est une moyenne, bien sûr. La moyenne, ce serait entre 0,2 et 0,3% de perte de PIB, ce qui ferait ramener en euros par an et par habitant européen adulte 100 € en moyenne. Alors après, il y a évidemment des disparités entre les pays. La France, un petit peu moins dépendante, on arrive à 91 € par Français et par an, et une facture beaucoup plus importante pour certains pays, entre 1 et 5% du PIB, par exemple, pour la République tchèque, la Bulgarie, la Slovaquie, la Finlande ou la Lituanie. Et puis pour l'Allemagne, ça pourrait, alors là, la fourchette est colossale, ça va de 0,3 à 3% du PIB. Ah oui, quand même, 3% Donc du PIB. on est entre 100, 120 € par Allemand et par an, jusqu'à 900 € par Allemand et par an. Je dois vous avouer que je suis un peu dubitatif quand même. Alors comment est-ce qu'ils arrivent finalement à une facture limitée ? Ils expliquent que s'il se passait du gaz russe, c'est très compliqué. Il existe quand même des substituts concernant le pétrole et concernant le charbon. Et ils partent aussi le pari est fait qu'une telle situation finalement de pénurie d'énergie nous conduirait vers une forme de sobriété, en rappelant l'exemple du Japon, qui après le tsunami qui a mis la centrale de Fukushima à l'arrêt, a incité les Japonais à faire des économies de consommation d'électricité. Alors on n'est pas tous japonais, mais enfin eux, ils ont réussi à baisser leur consommation entre 10 et 15%. Ouais. Puis l'autre aspect de l'étude du CAE, c'est de considérer ce qui serait peut-être plus efficace qu'un embargo total, ce serait en fait des sanctions, des droits de douane, considérablement alourdis. Et là, il nous explique que ça permettrait aux pays très dépendants de continuer quand même à importer de l'énergie en provenance de Russie, mais ça permettrait aux pays les moins dépendants probablement d'assécher leurs importations, avec au final pour l'Europe une baisse des importations d'environ 80% et une facture un petit peu moins élevée. Alors Jean-Marc, est-ce qu'on a au départ surestimé l'impact de la fin des hydrocarbures russes sur nos économies ? C'est-à-dire que le modèle, il faut le décortiquer, le modèle est assez optimiste. Il y a un certain nombre de gens qui disent qu'il est trop optimiste. Mais alors bon, sur le modèle, c'est un modèle assez traditionnel. C'est un modèle input-output. On regarde secteur par secteur combien ils consomment donc c'est assez facile. On regarde combien ils consomment d'énergie, y compris les ménages. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est plutôt les classes moyennes qui consomment beaucoup d'énergie de pétrole. Les classes les plus populaires utilisent beaucoup les transports publics et donc utilisent moins de pétrole. Et les classes les plus aisées, la part dans leur revenu de l'utilisation de l'énergie est moindre parce que le revenu est plus important. Donc c'est véritablement la classe moyenne qui serait sanctionnée. Et en termes de pays, effectivement, Nicolas l'a rappelé, c'est les pays qui étaient les clients traditionnels de l'URSS qui progressivement se désengagent. Alors dans les hypothèses économiques, il y a un modèle qui se fait un modèle d'analyse de choc de demande et choc d'offre. Il y a quand même deux hypothèses assez fortes. La première, c'est l'inefficacité de la politique monétaire momentanément parce que les taux d'intérêt sont en trappe à liquidité, on peut plus baisser les taux d'intérêt, donc la croissance économique ne pourrait pas être soutenue par la politique économique et singulièrement la politique monétaire. Et la deuxième, c'est que il y aurait un choc d'offres qui serait stagflationniste, c'est-à-dire que l'augmentation des prix se traduirait par une augmentation des salaires. En fait, il y a une espèce de boucle. Bon. À partir de là, il y a quand même trois questions qui se posent, à mon avis. C'est effectivement le fait que la concentration géographique des gens qui sont touchés par une telle mesure rendrait le problème qui serait un problème politique. Il faudrait effectivement lever les oppositions qui sont en train de naître entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Le deuxième enjeu, c'est que effectivement, on peut se poser la question plus généralement de la diversification de nos approvisionnements. C'est-à-dire, ils disent, en fait, on trouverait les moyens de s'approvisionner ailleurs, notamment en charbon et en pétrole. Mais ça suppose qu'au niveau mondial, on aille à rebours de tous les engagements qui sont pris au niveau des COP. C'est-à-dire de considérer qu'on maintient en permanence des investissements assez élevés dans le secteur des industries carbonées. Au moment où le GIEC nous dit qu'attention, c'est last call. Oui, et donc je pense qu'il y a une espèce de moment où il faut effectivement que l'humanité, d'une façon générale, au niveau probablement du G20, décide effectivement quels sont ces enjeux, et est-ce que, après tout, une sobriété imposée par les événements militaires serait, d'une certaine façon, d'accélérer la prise de conscience. Puis le dernier élément, c'est que le modèle a été conçu quand on travaille sur la Covid
Et que rapporte c'est que tous les chocs qui sont des chocs qui se répètent sur l'économie mondiale ne sont pas que des chocs énergétiques, il y a des chocs d'approvisionnement, et donc il y a un problème aussi de capacité à générer de la concurrence dans les chaînes d'approvisionnement. Donc il n'y a pas que l'énergie. Je pense qu'un des enjeux aussi, c'est au niveau mondial de faire réémerger de la concurrence, pas forcément en réimplantant des industries chez nous, mais en faisant en sorte que les énergies émergentes deviennent vraiment les concurrents de la Chine et d'autres énergies. Et les économies émergentes deviennent les concurrents de la Chine et d'autres économies qui ont acquis des monopoles. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dos.